Bonjour tout le monde, c'est Pavel, le projet Mind du Cash et aujourd'hui je vous invite dans cette première interview qu'on fait sur la chaîne et j'ai invité Monsieur Flo, Julien Flo, qui est l'auteur de projet GraphCO. Donc, et c'est une chaîne que moi-même je suis régulièrement et je trouve que c'est une des meilleures chaînes que vous pouvez effectivement utiliser pour optimiser vos investissements en bourse, pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés financiers. Donc, c'est pour ça, c'est la première personne que j'ai décidé d'inviter. Je sais que certains d'entre vous regardent aussi cette excellente chaîne sur la finance, sur la bourse. Et donc, j'ai décidé de faire cette interview qui va certainement intéresser beaucoup, beaucoup d'entre vous. Voilà, donc tout début, je voulais vous dire que vu que c'est la première interview, donc s'il y a des défauts, s'il y a des choses qui ne vont pas, ne jugez pas trop sévèrement, donc on va faire mieux la prochaine fois. Donc, dans tous les cas, j'espère que le principal, que le contenu vous plaise, en fait, que vous apprenez plus en regardant cette vidéo. Voilà, donc là, au début, je propose à Julien de se présenter ton projet, pourquoi tu as décidé de le lancer, en quoi il consiste, à qui tu t'adresses surtout, en fait, si c'est quelle catégorie des personnes, quelle catégorie d'investisseurs ou de traders tu t'adresses, voilà, et un petit peu globalement ta philosophie d'investissement. Allez. Euh, Merci pour la présentation, Pavel. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc, Julien Flo, j'investis maintenant depuis un peu plus de 15 ans. J'ai commencé en bourse. Je pense qu'on peut dire que c'est mon père un petit peu qui m'a mis le pied à l'étrier, mais mon père boursicotait également. Il avait pas mal d'actions et puis bon, il a subi le krach des années 2000, donc j'ai aussi vécu ça de près et ça m'a intéressé. Mais après, voilà, j'ai commencé, on va dire, mes premiers investissements. J'avais des actions France Télécom à l'époque, au début des années 2000. Je regardais les cours un petit peu variés. Je regardais Bloomberg à l'époque. Il y avait encore une chaîne Bloomberg en France. Et ce que j'adorais, c'était regarder les bandeaux. Et ce qui me subjuguait, c'était de voir que entre le moment où l'action repassait, des fois, il y avait des mouvements qui pouvaient être assez importants. Et les actions que Bloomberg montrait, c'était quand même des grosses caps. Donc ça, voilà, ça m'a intéressé. Je me suis formé honnêtement sur le tard. Et en fait, en investissant moi-même, en faisant moi-même les erreurs, en essayant de comprendre. Et petit à petit, je me suis rendu compte en fait que ce qui me plaisait aussi, c'était de partager et qu'une manière d'évoluer, une manière de progresser également, c'était de partager ce que je faisais, mes analyses, mes trades. Et c'est comme ça finalement que le projet a débuté. Alors au début, ça s'appelait pas GraphCO, ça s'appelait GraphSense. Ça a débuté en 2006. Il y a eu un bon succès, il y a eu pas mal de personnes qui ont suivi, donc j'ai décidé un petit peu de professionnaliser, d'investir un peu dans un meilleur site, etc. Et donc c'est né, GraphCO Bourse, c'est né, on va dire, en 2008. Et en 2012, il y a eu une espèce de refonte du site. Et j'ai lancé comme ça au fur et à mesure les choses. Hein. Il y avait pas une idée majeure au début, c'était vraiment une envie de partager et d'évoluer de cette manière-là. Et je pense que une grosse partie également de mon évolution et finalement de tout ce que j'ai appris, c'est aussi grâce au partage et aux rencontres que l'on fait au fur et à mesure de son avancement et d'investisseurs également qui nous permettent de progresser, qui nous mettent le doigt ou parfois même qui critiquent, mais c'est une critique constructive et qui permettent justement de faire évoluer la pensée. D'accord. Et juste pour préciser, ton cursus de formation, ton expérience professionnelle, c'était en finance ou pas du tout en fait? Par exemple, tu as fait des études dans quoi? Parce qu'en fait, certainement des personnes qui se posent la question qui revient souvent sur la chaîne dans les commentaires, c'est que par où commencer, quels sont les meilleurs livres, quelles sont les meilleures ressources que je peux utiliser? Ouais. Est-ce que comment tu t'es formé ou tu as vraiment suivi depuis ton bac, tu as pris la décision d'aller vers la finance? Et tu as fait les études dans ce domaine et après ensuite tu as travaillé du coup dans les banques d'investissement, dans les asset managers ou des choses comme ça. Quel était ton cursus d'études et cursus professionnel du coup? Mm. La bourse pour moi c'est vraiment une passion et donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une spécialisation finance, analyse financière notamment. Donc ça m'a pas mal apporté, mais j'ai pas voulu mêler ma carrière professionnelle pendant pas mal d'années justement à cette passion. Donc derrière j'ai fait surtout de la supply chain. J'ai travaillé dans les supply chain et j'ai travaillé dans l'industrie. Mhm. Et ça quelque part pour moi ça a toujours été important, voilà, d'avoir ce côté compréhension de la finance
des chiffres, comment ça fonctionne, et derrière des projets industriels qui sont mis en place pour pouvoir mêler les deux et avoir vraiment une compréhension également des business et de ce que veulent les entrepreneurs et de ce que veulent en même temps les financiers. Ça m'a mis le pied à l'étrier quelque part parce que ça m'a facilité la lecture des bilans, etc. Même si je suis quand même très axé analyse technique, analyse graphique, comportement des foules, psychologie, c'est vraiment mon dada. Pour moi, le fondamental n'est jamais à oublier, ne serait-ce que pour savoir où on met les pieds. Donc oui, j'ai un bagage financier, on va dire côté études, un bac +5 notamment, mais je serais tenté de dire que ce qui m'a mis le plus finalement de bâton dans les roues pendant beaucoup d'années, c'était justement mes études, mon esprit cartésien, mon côté ingénieur également, qui derrière, tu fais de superbes analyses, c'est bien, mais derrière, tu te heurtes également à la réalité du marché, au timing également, et parfois à cette volonté que tu as de vouloir comprendre les choses et de rester borné. Et ça, il n'y a rien de pire en bourse. Et même si tu as raison, si tu n'as pas le bon timing, tu commences à prendre pas mal de baffes. Et ça permet d'évoluer également. D'accord, ça marche, ok, j'ai compris. Donc, Donc du coup, après des livres, honnêtement, le livre qui moi m'a intéressé, le plus intéressé à l'époque, c'était, je les ai encore parce que ils sont pour moi ils sont quand même très importants. tiens, je peux Et deviner, tu dois peut-être, non? tu dois les connaître. Et tu dois les connaître notamment pour moi, Je peux le Peter deviner? Ah bah Lynch. voilà. J'hésitais entre les deux en fait. Soit Intelligent Voilà. Investor de Benjamin Graham, soit Peter Lynch, Ouais. parce que j'ai le même exactement. Alors, alors Graham, j'ai rien contre Graham. Je trouve ça, je pense que c'est la base, c'est très intéressant. Mhm. Mais je pense que voilà, il faut aller au-delà. Et c'est vrai que la pensée de Peter Lynch, moi, je la trouve très intéressante parce que justement, elle mêle un petit peu les deux mondes, le côté fondamental pour choisir ses dossiers, faire preuve de bon sens, mais également la partie psychologie du marché, comprendre la psychologie du marché, comprendre également que voilà, on évite de jouer aux devinettes, donc gérer le risque, etc. Et laisser vivre un petit peu les trades. Et ça, j'ai trouvé que c'est très important. Tiens, Et, je veux m'accrocher à la parole parce que pour une fois, j'ai trouvé un sujet où je ne suis pas 100% d'accord avec toi. C'est toujours intéressant de discuter avec une personne qui a quand même un petit désaccord au moins pour avoir une discussion. Parce qu'en fait, contrairement, justement, j'étais un peu surpris parce que je sais que tu es très axé en analyse technique. Mais pourtant, ton cursus, d'après ce que tu viens de décrire, elle est plutôt fondamentale, si j'ai bien compris. Et oui, Peter Lynch, pour moi, c'est pas du tout technique, justement. Parce qu'en fait, je connais très bien son approche. En fait, pour moi, Peter Lynch, c'est vraiment l'analyse fondamentale, mais vraiment dans ce que tu comprends ou et chercher des futurs Amazon, futurs Microsoft, etc., etc. Donc, c'est vraiment investir dans des sociétés à fort potentiel. C'est ce que d'ailleurs essaie. En fait, c'est là où je suis arrivé. Parce que moi, je commençais par Benjamin Graham, c'était une erreur. Parce que là, je vois que tu n'as rien contre Benjamin Graham, mais je pense que tu n'as pas fini ta phrase en disant que mais finalement, c'est difficilement applicable en monde réel. Et je pense que c'est oui, ça que oui. tu voulais dire. Mais, euh, mais je suis tout à fait d'accord parce que moi, je suis parti. Je pense surtout qu'on est dans des temps qui sont différents des années 30. Exactement, On peut plus ça sera ma réellement, on peut question pas suivante. appliquer. Je pense que on va être dans les temps différents par rapport à pas mal de grands investisseurs des anciennes époques. Ouais. Du coup, voilà. Donc, et pourquoi tu trouves que Peter Lynch, du coup, c'est du technique en fait? Il parle mais vraiment pas de l'analyse technique. En fait, Bien je connais sûr, bien des sûr. auteurs qui arrivent à lier les deux, le technique, le comportement Oui. des foules, etc. Typiquement Soros d'ailleurs. Soros, c'est le plus macro trader. Mais, euh, Mhm. mais justement, dans les macros, tu as aussi des fondamentaux. Donc, il y a des fondamentaux macroéconomiques, il y a aussi la psychologie des foules, dont l'analyse technique. Mais Ouais. par Et contre, moi, je lis énormément. Quand je dis technique, c'est que je lis énormément ça à la psychologie des foules, à la compréhension également de la compréhension des mouvements du marché. Parce que Peter Lynch, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, justement, c'est justement sa capacité à dire, j'essaye pas réellement d'anticiper ce que va faire le marché demain. J'essaye pas d'anticiper quand va avoir lieu le prochain crack. ouais, J'essaye pas d'anticiper justement les différents éléments. J'essaye d'avoir du bon sens, de choisir mes dossiers, d'aller de choisir des dossiers avec qui peuvent être des ten baggers éventuellement. mhm, Et là, moi, où je le lis à la technique, parce que pour moi, l'analyse technique, l'analyse graphique, je dirais même, c'est l'analyse de la psychologie des foules, de l'analyse mhm. du marché.
Et en fait, quand tu lis Peter Lynch, je le lis pas au premier degré, parce que certainement, je l'ai lu également, je l'ai lu plusieurs fois, et au fur et à mesure où tu relis un bouquin, tu l'approches différemment en fonction de ton expérience aussi. Mhm. Et c'est vrai au premier abord, c'est de l'analyse fondamentale, et je dirais même c'est du bon sens. Euh, mais au deuxième abord, moi, ce que je lis là-dedans, justement, c'est toute l'analyse technique qui finalement n'est qu'une réplication de la psychologie des foules Ouais. et de ce que pense à tout moment l'ensemble des opérateurs. Mhm. Alors, tu as le droit de penser tout ce que tu veux d'une société que c'est le futur Amazon, mais potentiellement pendant 5 ans, si le marché ne le reconnaît pas, ton investissement ira nulle part. Est-ce que le côté technique en fait que j'apprécie, et c'est peut-être pas le bon terme puisque tu es réagi, mais c'est pas une question d'analyse technique, mais c'est une question justement de comprendre en fait la psychologie du marché. C'est D'accord. plus ça pour moi qui est important. Et parce que pour moi, vraiment, quand je fais une analyse graphique, une analyse technique, en fait, c'est que je me mets vraiment dans une relation d'offre et demande. Je me mets vraiment dans une relation de quelle est la psychologie des opérateurs. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de faire ressortir des graphiques et qui est très important pour moi. D'accord. Et juste pour rajouter à la fin un petit peu mes 50 cents sur mes 5 cents surtout sur, concernant Peter Lynch, moi je trouve que c'est vraiment un excellent livre parce que c'est rare approche qu'il décrit qui est accessible à tout le monde, je trouve. Parce qu'en Ouais. fait, il y en a Et puis c'est beaucoup. bien écrit Il y en a beaucoup, par aussi. exemple, il y a Fisher, en fait, je sais plus son prénom. Il y a Fisher, il Ouais. y a Warren. Philippe, Oui, il me Philippe semble. Fisher, voilà, merci. Philippe Fisher, Warren Buffett et compagnie. Tout le monde sont focusés sur Warren Buffett, Ray Dalio, en tout cas aujourd'hui. Donc il y en a beaucoup qui prient sur ces deux investisseurs. Mais finalement, ils sont très difficiles à répliquer parce que leurs approches d'investissement, surtout celle de Warren Buffett, euh, c'est euh, c'est quasiment prendre le contrôle souvent sur les entreprises et transformer l'entreprise de l'intérieur. Donc, et ça, ce détail, qui n'est pas un petit détail, en fait, qui échappe à beaucoup des investisseurs quand on le regarde. Il essaye de copier Warren Buffett, mais parfois, il ne réalise pas forcément qu'on n'est pas tous Warren Buffett, on n'a pas 100 milliards du cash dans les Ouais, poches. Donc, exactement. Ben, c'est encore un point où on se rejoint. Je suis voilà. tout à fait d'accord. Et j'avais fait une vidéo il y a 2 ou 3 ans là-dessus, où je disais en gros, mais arrêtez de vouloir faire du Warren Buffett. Warren Buffett, il négocie ses entrées. Il rentre la plupart de ses entrées, il les négocie et il négocie les dividendes. Il négocie également des différentes classes d'actions. Ouais. Donc c'est comme l'histoire avec Kraft Heinz, hein, et puis Mm. dès que ça perd un petit peu d'argent, tout le monde se focalise sur Warren Buffett de la même manière là qu'il y a pas longtemps. C'était Warren Buffett est en train de rentrer sur l'or, donc Ouais. forcément Warren Buffett joue le crack, Ouais, mais en etc. fait, cette Enfin, histoire sur l'or, en fait, c'était sur le Barrick Gold, c'est ça qu'il a racheté. c'est Barry Gold, ouais, Mais ça, c'était vraiment il a ridicule. acheté une petite Oui, voilà, position et puis exactement, c'est exactement. même pas lui qui l'a acheté. C'est C'est exactement ça. certainement, C'est, c'est c'est- exact, c'est les ça, c'était différents leaders dans son entreprise. ça fait un buzz énorme, mais par contre, quand ils ont parlé, il a investi 500 millions, je sais pas, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment rien Ouais, pour c'est lui, rien, c'est rien du tout. Même s'il fait faillite sur exactement. cette position, il va même pas remarquer. Voilà, donc, Exactement. Ben, c'est comme quand il avait acheté Oracle, je sais plus, il y a 2 ans, mais c'est pas tous les achats de toute façon de Berkshire ne sont hmm, pas du Warren Buffett pire, hein. Il faut qu'il y ait la reprise de toute façon de la boîte, hein. d'accord. Bon, là c'est bien parce qu'on va on s'est éloigné un petit peu de la ligne du sujet principal. En fait, j'aimerais bien aussi dans la première partie en fait que tu précises ton projet parce tu fais avancer avec ton site et avec ta chaîne YouTube. À qui est-elle destinée en fait? Est-ce que c'est destiné plus à des personnes débutantes ou pas, ou expérimentées? Sinon, et aussi, est-ce que c'est investi à des personnes qui sont des traders actifs, donc bon, ceux qui rentrent souvent ou sortent souvent des positions, ou bien à des personnes qui veulent constituer le patrimoine en bourse de manière graduelle ou peut-être dans one short pour ensuite vivre avec des dividendes, etc. Et bon, voilà, donc ça c'est la question en fait, est à qui destiner ton projet en fait, à qui tu t'adresses. Ouais. Bon, déjà, pour faire clair, je m'adresse en fait à des investisseurs et des traders. Je m'adresse aux deux. Je suis plus dans un profil actif, on va dire, moi-même, mais j'ai également un fonds de portefeuille qui, lui, est plus passif, où j'investis selon plus de la macro à ce moment-là. Mais clairement, je m'adresse aussi essentiellement à des investisseurs, je dirais, qui ont déjà une première expérience parce que je pars du principe qu'il faut avoir une première expérience pour ensuite comprendre d'autant mieux
les conseils qui peuvent être prodigués et on comprend plus facilement quand on a fait quelques erreurs et quand on a essayé de démarrer en bourse soi-même, on arrive beaucoup plus à comprendre derrière les conseils qui peuvent être donnés et à les intégrer beaucoup plus facilement et on gagne du temps. Donc mon but en fait moi dans le partage aussi c'est d'une part d'aider les gens à gagner du temps par rapport à toutes les années que moi il m'a fallu pour arriver à une certaine stratégie, à une certaine discipline surtout et finalement à avoir passé beaucoup d'années à essayer d'apprendre beaucoup de choses pour finalement passer également beaucoup d'années à réintégrer, revenir à l'essentiel, revenir à quelque chose de simple. Et c'est pour ça que, pour revenir à Peter Lynch, c'est vraiment intéressant de relire les bouquins en fait plusieurs fois, parce qu'au fur et à mesure où tu évolues, en tant qu'investisseur également, tu arrives à lire ces bouquins d'une manière avec une approche différente. Okay. Donc pour moi, c'est vraiment voilà du trading, mais je fais ce qu'on appelle du swing trading essentiellement. Je ne fais pas du day trading ou je ne fais pas du scalping. Je pense réellement que la maximisation des plus-values, c'est vraiment sur un échelon de temps, je dirais, entre quelques semaines à quelques mois. Après, je n'investis pas sur des sociétés au-delà de 2 ans en moyenne. Hein. Ça m'est quasiment jamais arrivé. D'accord. Et vu qu'on a Total Gabon depuis un petit moment maintenant, mais je l'ai un peu oublié, quoi. C'est pour le dividende, celle-là. Et je suis pas très dividende, voilà. Pour moi, le dividende, c'est cherry on the cake, donc cerise sur le gâteau, dans le sens où ce que j'achète d'abord, c'est j'achète une bonne configuration, un bon business, et s'il y a un dividende qui passe par là au moment où j'ai l'action, je prends le dividende. Mais j'achète pas le dividende pour juste le dividende. Ah, c'est un très bon point en fait. Je voulais te poser la question là-dessus dans une deuxième catégorie de questions, mais parce qu'en fait, si j'ai bien compris, en fait, toi, le trading, c'est ton activité principale, n'est-ce pas? Ou tu as des... Oui, dorénavant, c'est mon activité principale. J'étais resté pendant plusieurs années, jusqu'à il y a encore quelques années, avec une activité professionnelle en parallèle de mon trading et le site qui était un peu plus derrière, on va dire. Et là, derrière, maintenant, c'est devenu, avec les gains de ces récentes années, j'ai un portefeuille assez important à gérer dorénavant, donc ça prend plus de temps. Et également, donc, il y a cette partie site, cette partie également Académie des graphes, où j'ai un certain nombre de membres. Et voilà, il y a des personnes qui font du fondamental, du graphique. On mêle les deux, on fait de la psychologie, et j'essaye voilà d'amener les personnes selon un cursus en fait, et de les amener à intégrer ce qui me semble pour moi important pour faire la différence. Après, chacun est différent, et donc du coup, ce que j'essaye vraiment, c'est que chacun ne s'adapte pas à une stratégie, mais adapte la stratégie à soi. Ça, je pense que c'est la clé vraiment et le plus important et ce que j'ai retenu de mes années d'expérience en bourse. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment, je suis parfaitement d'accord avec la dernière phrase, c'est que souvent les gens ils cherchent la meilleure stratégie, mais en fait, il faut partir de soi-même en fait et de trouver la stratégie qui est la plus adaptée pour toi. Par exemple, typiquement, le scalping, ça va pas être adapté pour énormément de personnes. Or, toutes jeunes personnes qui sont forts en informatique éventuellement, qui sont capables d'implémenter les automates éventuellement et qui est compétitif par rapport aux automates des grandes banques d'investissement. Et déjà ça c'est un challenge assez à relever quoi. Et voilà, donc du coup c'est vraiment, il faut partir, comprendre soi-même et par la suite effectivement de trouver une stratégie. Ok, et donc la question, vu qu'on a touché le sujet des grands investisseurs, des livres, en fait, etc., etc. Donc, poserai une question peut-être un peu courte, en fait. Quels sont les 3 livres, par exemple, que tu commencerais aux débutants, typiquement quelqu'un qui veut se lancer en bourse, et qui sont les plus pratiques selon les stratégies que tu le vois, en fait. Quels sont les meilleurs bouquins par lesquels on peut commencer à investir en bourse? Sur la partie technique, je partirais sur Stan Weinstein, Gagner à la bourse, à la hausse et à la baisse. Je pense que c'est un bouquin qui est très simple à lire et qui va faire comprendre à chacun également ce qu'est une tendance et comment investir avec des probabilités de succès supérieures, c'est-à-dire en investissant dans une tendance qui est déjà haussière. Et donc en accompagnant également la hausse. Et c'est un bouquin aussi qui est intéressant parce que ça donne également le cheminement de pensée, un petit peu également qu'il va recouper avec Peter Lynch, de dire tant que les conditions qui m'ont fait acheter la valeur ne sont pas caduques, je ne vends pas la valeur, même si potentiellement je suis en train de faire x10 dessus et que le fait de gagner beaucoup d'argent me fait peur parce que j'ai envie d'encaisser.
D'accord. Et le troisième bouquin, donc Peter Lynch, le second, je dirais, et le troisième bouquin, pour moi, c'est celui Mémoire d'un spéculateur de Jesse Ah, Livermore. ah, ça je connais, Donc, c'est pour celles excellent. et ceux qui ne savaient pas, ouais, il est excellent. Ça se lit très bien. C'est une sorte de biographie. Mm, mm, mm. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est les petites, les conseils. Mais ce bouquin-là, c'est un bijou si on a déjà une expérience en bourse. Parce que pareil, on va le lire avec une compréhension différente. Et en fait, il y a tout là-dedans, dans la psychologie, dans la compréhension de la psychologie du marché, mais également dans la compréhension de sa Mm, psychologie à mm, mm. soi. Et c'est très intéressant de comprendre également que un trader comme Jesse Livermore, qui n'était pas un scalper, hein, mais ce qui était très intéressant justement, c'était sa capacité à également s'auto-détruire. Mm. Et ça, je trouve ça très intéressant également, parce qu'il y a un second bouquin sur Jesse Livermore qui s'attarde également sur plutôt sa famille et son entourage pour comprendre également potentiellement sa psychologie. Mais ce qui est très intéressant dans le premier bouquin, Mémoire d'un spéculateur, c'est que pour moi, il y a tout. Et c'est simple. Et en fait, on en revient à ça. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, la plupart des investisseurs, ils vont rechercher le Graal, la technique qui marche tout le temps, qui va leur donner le prochain Amazon, le prochain Google. Et en fait, on se rend compte qu'il faut arrêter de complexifier les choses et revenir à une simplification. Ok, mais il faut juste préciser peut-être que Livermore, c'est les années 30, si ma mémoire est bonne, non? C'est les- Ouais, bah, c'est essentiellement le début du XXe siècle. Donc, Ok. il a participé à plusieurs cracks, donc celui de 1907, après le tremblement de terre de San Francisco. Il a également fait le crack de 1929. Ouais. Et donc, le livre, enfin, te prend également parce qu'il faisait des paris au début, etc. Mais le livre retrace un petit peu sa vie et surtout les années, je dirais, de 1905 jusqu'à 1930, ouais, 1935. Il y a des collectors là-dessus. Mm. Il y a vraiment des petites phrases qui sont toutes simples, mais le sens et justement tout ce qu'il y a derrière, en fait, avec juste quelques mots, il y a tout qui est dit. D'accord. C'est vraiment un très bon bouquin, mais à lire après une première Ouais, expérience. ouais. En fait, j'ai juste fait cette précision parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, ou même s'il est très très connu, ça peut être un peu surprenant de voir que le livre, il s'agit des débuts du XXe siècle quand même. Voilà. Ouais, Euh, bah c'est justement un bon point, ouais, Pavel, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu lis ce bouquin, ouais, tu as et s'il n'y l'impression a que. pas les dates, Ouais, tu enlèves ouais, toutes les dates c'est du ça, bouquin, exactement. honnêtement, tu lis comme si Ouais, c'était ouais, les aujourd'hui. bourses ont changé, mais les personnes, pas trop. Les personnes Exactement. qui sont derrière les bourses n'ont pas beaucoup changé depuis. Exactement. Ouais, Et même si aujourd'hui, tout le monde parle des automates, ouais, ouais, ouais. des algos, etc., il y a quand même des humains qui sont derrière En, en fait, je me permettrais de les parler un personnes. petit peu de moi-même parce que moi, j'ai développé les algos, en fait, parce que moi, mon cursus, c'est plutôt informatique à la base. Et je confirme que justement, les algos sont déjà ce qui me fait étonner parfois parce que les gens disent qu'à un moment, c'est que des algos. En fait, c'est non seulement que derrière les automates, ce sont des personnes avec les mêmes émotions comme tout le monde, mais aussi que les algorithmes qui sont écrits dans les algos sont écrits par les personnes aussi. Donc, et souvent, c'est des algos custom qui représentent leur vision. En fait, c'est tout ce qu'ils font, c'est juste d'automatiser les clics, en fait. Ça n'a fait pas, ce n'est pas une intelligence artificielle, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, que les algos, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est juste une automatisation de traders, hein, et pour avoir moins de traders dans les boîtes et payer moins de salaire. C'est pas, c'est pas Exactement. pour... Mais je pense que c'est important de le dire parce que tu remarques, tu as dû remarquer dans toutes les vidéos qu'on peut faire, il y a toujours quelqu'un qui va arriver et qui va dire, de toute façon, maintenant, le marché, c'est que des algos. Hmm, Et ça change pas grand-chose hmm. au fond. Ça change les volumes, en fait. Par contre, Ça change les volumes. ouais, Ouais. en fait, ça peut accentuer certains phénomènes justement techniques, parce que moi, je pense que je suis un peu moins axé sur la technique que toi. Et en tout cas, bon, c'est probablement parce que je passe d'expérience dans cette partie-là, mais dans tous les cas, je pense que l'analyse technique avec les algos, au contraire, ça devrait avoir plus de valeur qu'autrefois. Ça, selon moi, Ouais, en tout mais cas. je pense, moi, ce que j'apprécie dans les algos, c'est que ça m'apporte une contrepartie. Voilà. Parce que tu as forcément plus de volume, donc tu as une contrepartie. Donc également, tu peux prendre plus de risques parce que tu sais que tu peux sortir plus facilement aussi. Ouais, c'est Donc ça. ça aide finalement à fluidifier le marché aussi d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Bon, ok, donc du coup, on passe à la deuxième partie de cette interview. On va parler un petit peu plus des sujets concrets. Je pense que c'est assez clair maintenant pour vous de comprendre la stratégie de Julien. Et la question que je voudrais te poser, en fait, c'est quelle répartition quelle part de bourse tu vois dans la répartition globale du patrimoine d'une personne, on va dire, classique. Je ne sais pas ce que c'est la personne classique, mais imaginons quelqu'un qui travaille, qui a un certain patrimoine, pas forcément très gros, mais pas forcément trop petit. Donc, peut-être tu feras quelques précisions en fonction de la taille du patrimoine. Bon, en fait. Et puis, qu'est-ce que tu penses de l'immobilier vis-à-vis de la bourse? Parce qu'évidemment, ça, on est en France, on aime bien la pierre. Donc, même si toi, tu n'es pas en France. Donc, c'est que donc en fait voilà, donc ça, la question c'est quelle part de ton patrimoine je voudrais bien tu allouerais à la bourse et comment tu vois l'immobilier dans la répartition globale du patrimoine. Voilà. Ouais. Ah, c'est une question qui est vaste en fait, parce que ça, c'est toujours pareil, tu sais, je vais répondre, ça va dépendre. Ça dépend en fait du profil de chacun. Si on est jeune, donc on n'a pas grand-chose à perdre, on peut éventuellement investir beaucoup plus de son patrimoine, même petit, dans la bourse. Si par contre on commence à être parent, on a des responsabilités familiales, donc là, bien entendu, on va plutôt prôner de la diversification et notamment, comme tu le dis, avoir également de l'immobilier. Je serais tenté de dire également, voilà, un toit sur sa tête, c'est quand même très important. Parce que le point pour moi le plus important en bourse, peu importe combien on investit, c'est que l'argent finalement ne représente pas un poids émotionnel. Parce que dès que l'argent va représenter un poids émotionnel, ça va clairement nous faire des erreurs et nous faire manquer de discipline dans nos décisions. Et ça, y a rien de pire. Et on a beau savoir tout ce qu'on sait, hein, je veux dire, même moi, j'ai une limite. À partir du moment où je commence à avoir des positions qui sont trop grosses, tu tiltes et en fait, tu n'arrives pas à gérer concrètement avec discipline tes positions. Donc ça, vraiment, c'est pour moi le plus important, c'est peu importe ce qu'on met en bourse, c'est quelque chose qui ne va pas changer notre vie si jamais on venait en effet à perdre. Et ça va nous permettre déjà de nous détendre, d'avoir une gestion du risque. Donc après, pour moi, plus on est jeune et moins on a de responsabilités, et c'est comme ça que j'ai fait aussi. Hein. Moi, j'ai décidé de prendre du risque et de mettre pendant de nombreuses années tout mon patrimoine en bourse et de réinvestir tous mes gains à chaque fois, si ce n'est ceux pour payer les impôts, mais à chaque fois de réinvestir tous les gains et donc de pouvoir augmenter mon capital de cette manière-là. Après, bon, quand on est en France, on peut utiliser le PEA. C'est très pratique pour le faire et donc on peut même utiliser le PEA si on veut faire du trading de plus court terme. Et le compte titre, on peut l'utiliser pour, ça dépend de la taille de son portefeuille, bien entendu, mais le compte titre aussi, on peut faire du long terme avec. C'est aussi l'avantage. Si on fait pas des allers-retours avec un compte titre, l'imposition n'est pas non plus dramatique par rapport au PEA. Mais du coup, le PEA, moi, je l'ai utilisé pendant de nombreuses années pour faire plus du trading et réinvestir à chaque fois tous les gains. Et ça c'est vraiment le gros avantage. Et ensuite, à partir du moment où on commence à avoir une famille, etc., comme tu l'as souligné, je pense que c'est important de mettre un toit au-dessus de sa tête avant de penser à tout ce qui est investissement locatif. Alors, il y a certaines personnes qui vont te dire le contraire, qui vont te dire il vaut peut-être mieux commencer par faire de l'investissement locatif, mais je dirais que tu rentres dans la même problématique de stress et d'émotion que quand tu as tout ton patrimoine en bourse. C'est que directement, l'argent que tu peux perdre, etc., tu n'as rien pour te retourner. Donc, je pense que c'est important de diversifier, d'avoir un patrimoine qui te permet de pouvoir investir et de pouvoir rester maintenu dans les tendances. Parce que pour moi, ce qui est le plus important et là où on gagne le plus en bourse, c'est justement quand on arrive à tenir les positions. Et pour tenir les positions, c'est clair et net qu'il ne faut pas que tu aies une facture à payer à la fin du mois et que tu penses que tu vas la payer grâce à tes gains boursiers. Il n'y a rien de pire. C'est le moyen assuré de prendre de l'effet de levier et de te faire complètement cuire. Si tu comptes payer la bagnole, les vacances ou le prochain loyer, ça c'est donc je pense que s'il faut avant d'investir en bourse, il faut quand même avoir une situation qui est tout de même stable et ensuite en fonction de son âge, en fonction de ses responsabilités, on peut allouer une plus grosse partie de son patrimoine à la bourse. Donc à aujourd'hui, moi, c'est encore la bourse. Aujourd'hui, c'est le plus gros de mon patrimoine parce qu'également, c'est devenu mon métier
de suivre mon portefeuille en permanence au jour le jour. Et c'est ce qui devient très usant également avec une activité à côté de GraphCO notamment. Mais globalement, voilà, pour moi la clé, ça a été de mettre un toit au-dessus de ma tête. Et à partir du moment où ça s'est fait, je sais que je peux prendre également plus de risques en bourse, puisque j'investis également avec mes gains au-delà de toutes les années. Donc après, c'est compliqué. Je pense que la question, c'est vrai, on pourrait passer beaucoup de temps. Ou alors, il faudrait qu'on choisisse un profil type, comme tu as dit au début de ta question, quelqu'un qui est peut-être entre 35 et 40 ans, donc qui a un petit peu d'argent, etc. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que les émotions ne rentrent pas en ligne de compte et que donc ce qu'on investit en bourse, on ressent que ça ne nous empêche pas de dormir, ça ne nous empêche pas de fonctionner dans notre quotidien. C'est-à-dire que si je me prends une baffe en bourse pour X raisons, ça me stresse pas, je suis pas en train de paniquer. Et ça, pour moi, c'est la clé, parce que si tel est le cas, ça veut dire qu'on a trop d'argent en bourse et ça veut dire qu'on sera pas capable, peu importe la meilleure stratégie du monde, tout ce que tu veux, tu seras pas capable de l'appliquer avec discipline. D'accord. En fait, justement, je n'ai pas précisé dans ma question que je parlais uniquement de l'investissement locatif, pas l'investissement principal, parce que je ne considère pas l'achat d'un investissement principal comme un investissement. Je suis un peu comme Robert Oui, Kiyosaki, en fait, pour moi, ouais, sa propre maison, ce n'est pas forcément un investissement. Et non, d'ailleurs, d'accord. je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut commencer par, dans la plupart des cas, encore une fois, il faut commencer par l'investissement locatif pour une seule simple raison que si on investit avec une delta positive, on va dire, donc cela veut dire que si vous êtes non seulement en autofinancement, mais votre investissement locatif vous rapporte plus que tous les frais, y compris les remboursements du crédit capital inclus, ça augmente votre capacité d'empreinte par la suite. Donc vous pouvez enchaîner les opérations dans ce cas-là et vous pouvez constituer les patrimoines à crédit avec l'immobilier quasi illimité en partant Ouais. de zéro. Mais ça, je En suis fait, tout à fait d'accord avec ça. en partant de zéro, et Mais c'est pour ça que je pense que... ouais, parce que moi, je fais de l'immobilier à la base, avant de la ben bourse. voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a un choix à faire à un moment donné. Enfin, il n'y a pas toujours un choix. Mais là, voilà, on parle vraiment d'investissement. Et à partir du moment où si la question c'est d'investir, bah oui, clairement, tu vas également décupler ce que tu peux faire aussi avec la bourse. Tu vas le décupler en commençant par de l'investissement locatif. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que là, moi, je prends plutôt la question en termes de si j'ai un pécule à investir en bourse, c'est de l'investir avec déjà, je dirais, une partie, enfin ça dépend de mon âge encore une fois, et mes responsabilités familiales, mais c'est de m'enlever en fait un stress émotionnel si jamais je viens à perdre de l'argent, Mhm. que je sais que de toute manière j'ai un toit au-dessus de ma tête. Après, je pense que la psychologie des investisseurs peut être différente, mais je sais que moi, ce qui m'a toujours aidé, ce qui m'a permis de faire des gros gains et de tenir des positions, ça a toujours été de savoir qu'à côté, j'avais quand même diversifié et j'avais de quoi retomber sur mes pattes si jamais. Mais après, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi que si on investit, si on veut justement partir et décupler son patrimoine et commencer à investir, l'investissement locatif va te permettre justement de pas griller toutes tes cartouches déjà dans un emprunt pour une maison principale, c'est clair et net. D'accord. Ok. Je commence à parler pas mal aussi de l'investissement de l'immobilier coté, mais bon, ça c'est un petit peu en dehors de cette interview. Je pense que on Ouais, parlera à l'occasion. ouais, ça m'intéresse aussi. C'est un Ouais. sujet qui m'intéresse parce que moi, pendant des années, en fait, j'ai pas investi dans l'immobilier, j'ai pas fait d'immobilier locatif. J'ai acheté ma maison principale. C'était ça pour moi qui était le plus important pour moi. Et après, tout ce qui est immobilier, bon, c'était des foncières et des SCPI en termes D'accord. de diversification. D'accord. Ok. Parce que là, c'est un sujet vraiment à part. Et d'ailleurs, c'est la seule, parce qu'on avait parlé des dividendes tout à l'heure, c'est que Ouais. les REITs, en fait, les sociétés, les foncières cotées, c'est les seules sociétés que j'achète pour les dividendes uniquement. Donc, Mhm. parce qu'en fait, c'est leur business, en fait. C'est de verser les Exactement. dividendes qui sont une partie, un pourcentage du loyer. Ok, bon, là, Ouais. parce que je ne veux pas trop rentrer Mais dans les c'est un sujets sujet qui est ciblés. très intéressant peut-être pour une deuxième interview parce que moi aussi ça m'intéresse et j'en ai eu acheté pas mal. Et après, ce qui m'intéresse aussi là, c'est avec le solaire, etc. Tu Mm. fais pas mal Ouais. aussi de rates, Ah oui, les REITs mais qui, dans ouais, les énergies renouvelables. il y a dans la 5G aussi les locations de tours American Tower aussi.
exactement. Ouais, mais Et ça, c'est dans ça le c'est un sujet. autre Ça, ce sujet. sera une vidéo très ciblée sur un sujet concret parce que je pense parce qu'il y a beaucoup sur la chaîne Mind de Cash qui pose des questions sur les REITs. Et donc, et moi, je voulais éviter le sujet immobilier parce que Surtout en ce moment, ouais. c'est mon sujet principal parce qu'en fait, l'immobilier, c'est quelque chose que je maîtrise presque mieux que la bourse. Mais vu qu'il y a beaucoup de concurrence sur la chaîne, je trouve que les chaînes qui existent sur l'immobilier, ils sont meilleures que moi. Donc, je pense que, en fait, il n'y a pas de besoin que pour la bourse. Pour la Mais pas bourse, il y a mal, plus de choses à je faire. pense pas. Mais je pense pas qu'il faut que tu t'arrêtes à ça, hein. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de partager ton expérience. C'est ça qui est le plus important. Mm. Plutôt que, il y aura toujours quelqu'un, de toute façon, Mm. qui fera quelque chose de très bien. Et je veux dire, moi, je regarde pas ce que font les autres, etc. De toute façon, c'est très compliqué. Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui avec Ouais. Internet que tu peux pas suivre ce que tout le monde fait. Donc il faut partager ce que toi tu penses, et je pense que tu devrais quand même la faire cette vidéo. Ah, tant mieux. Je vais réfléchir. Hein. En fait, ce que je Je la voulais. regarderai, moi. Ouais, ouais, merci. Ouais, bon, bon, ce que je voulais dire, c'est que l'immobilier, en fait, dans l'immobilier, je ne vois pas une quantité illimitée de stratégies. Tandis qu'en bourse, je vois Mhm. quasiment quantité illimitée. Pour moi, en fait, dans l'immobilier, il y a grosso modo 3-4 stratégies qui fonctionnent sérieusement dans la durée. Et qui, en bourse, j'en vois des centaines, si tu veux. Donc, je peux t'en vanter. Chaque trader a sa propre stratégie. Donc, on peut avoir un sujet, on peut avoir beaucoup plus de. Parce qu'en fait, je regarde beaucoup les chaînes YouTube qui sont consacrées à l'immobilier, mais à chaque fois, elles se répètent. Je trouve qu'elles se répètent. Par exemple, là, quand je commence à regarder, je regarde pendant quelques mois. Après, ça toujours la même chose sous un angle différent, en fait, un petit peu. Voilà, donc là, bon, on revient sur les sujets principaux. J'aimerais bien parler vu on vit encore la période électorale aux États-Unis, et j'aimerais bien te poser des questions. Je sais que ces questions sont naïves, prépare-toi, pour que tu donnes plus ou moins ton avis, ton sentiment déjà avec le changement. Bon, visiblement, je pars du principe que Biden va gagner l'élection américaine, même si ce n'est pas encore en fait. Et probablement, il y aura des tensions sociales. Je ne sais pas en quoi ça va. Quel est le plan de Donald Trump en cas de défaite. Donc, imaginons que Biden gagne. Donc, quels sont tes sentiments pour, genre, à court terme, je ne veux pas en parler parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais genre, en moyen terme, d'ici un an, l'année prochaine, l'année de 2021, et à plus long terme. Pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai enregistré avant-hier une vidéo que je postulais, que j'ai pris un petit peu le risque et a accumulé énormément de commentaires. Je parlais un petit peu de socialisme, de capitalisme, des sujets qui sont assez délicats, et j'ai évoqué un sujet, parce qu'en fait je pense que cette vidéo n'était pas toujours comprise comme je le voulais, parce que certains m'ont pris pour un anticapitaliste, tandis que je suis été formaté dans un système capitalistique à fond. C'est juste que maintenant, je commence à me Ouais, mais poser c'est des YouTube questions en sur même temps. le est-ce que j'avais raison, en fait. Mais c'est pas pour autant que Ouais, je ouais. suis devenu marxiste, pas du tout. Donc, mais voilà, donc, mais c'est pas grave, en fait. De toute façon, c'était très bien perçu de manière. Moi, j'aime beaucoup, en fait, les abonnés de Mind de Cash en général, c'est très cool. C'était juste pour rigoler. Mais dans tous les cas, en fait, parce que j'ai évoqué ma vision, en fait, c'est pas ma vision, en fait, j'ai évoqué les risques qui peuvent en vivre, et j'aimerais bien avoir ton avis, bon, déjà pour 2021 tout court, donc ça c'est au moyen terme, et à plus long terme, comment tu vois l'évolution du monde économique dans le cadre du système actuel. Je ne te demande pas de donner les pronostics évidemment sur CAC 40 ou sur S&P 500 ou sur euro-dollar, mais en gros, quels sont tes sentiments vers où va-t-on avancer? Parce qu'aujourd'hui, on vit évidemment, tout le monde le sait, même les tout débutants, qu'on vit en décalage énorme entre l'économie réelle, donc les fondamentaux, et tout ce qui se passe sur les bourses. Donc ça donne vraiment beaucoup de poids aux traders, tout court, de l'analyse Ouais. technique, parce qu'en fait, ça nous démontre, l'histoire qu'on vit aujourd'hui en bourse, ça prouve incontestablement que les fondamentaux ne peuvent pas être utilisés comme un instrument d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, si on part des fondamentaux, le S&P 500 doit être à 500. Si on part des fondamentaux, le CAC 40, je ne sais même pas où il doit être. Donc, parce que l'économie s'est arrêtée. Donc, quasiment toute l'année, on est passé soit en pseudo quasi l'arrêt de l'économie, soit l'économie quasi totale. Donc, donc là, on ne peut même pas parler de fondamentaux dans ce genre de conditions. Et en fait, comment tu vois l'évolution du monde économique, bon, et du coup le monde boursier, dans le cadre de cette économie dirigée par les banques centrales, en fait pas l'économie, mais surtout les marchés de dette, et quels sont les risques majeurs que nous sommes en train de faire face à moyen et plus long terme? Bah, alors c'est toujours la question compliquée. Alors je suis plus un
je suis plus un investisseur qui va suivre le marché. Mais ce qui m'empêche pas, comme tu le soulignes, voilà, d'avoir un certain nombre d'hypothèses, ça, et un certain nombre de choses. Mais je vais plutôt toujours attendre que le marché me démontre que c'est vers ça qu'il veut aller. Donc, mes hypothèses à plus long terme, j'avais fait également quelques vidéos sur cela. J'avais déjà, avant même le Covid, j'avais déjà commencé et je pense que le Covid, en fait, accélère les choses. Ce qui m'intéresse, moi, et tu l'as souligné, c'est que ce qui fait la différence aujourd'hui et ce qui explique, entre guillemets, je serais tenté de dire, cet écart entre l'économie réelle et la bourse, c'est d'une part la façon dont les pondérations des différents indices sont faites et deuxièmement, surtout, les taux. Alors, les taux qui sont des banques centrales, bien entendu, mais surtout pour moi, l'enjeu et ce que je vais regarder, et je pense que c'est ce que tu regarderas aussi, ce qui va déterminer un petit peu ce qu'on va pouvoir anticiper ou pas dans ces prochaines années, c'est les taux longs. Moi, j'attends vraiment de regarder les taux longs parce que si on commence en effet à avoir une remontée des taux longs, c'est là où justement on peut avoir cette perte de confiance du marché dans le chevalier blanc que sont les banques centrales. Et à partir de là, pour moi, c'est quand le marché perd confiance que les banques centrales peuvent sauver tout le temps et que même si on se plante, même si en effet on fait faillite, etc., qu'il y a toujours un gouvernement ou une banque centrale qui peut nous sauver, à partir du moment où le marché va croire que c'est plus la réalité, c'est là où tu risques d'avoir en effet ce retour à la moyenne, ce retour à la normale. Mais à aujourd'hui, je suis incapable de te dire quand est-ce que ça sera le cas. Je pense que les taux sont bas, les taux des banques centrales, donc les taux courts, et qui peuvent encore, il y a encore de la marge. Je pense qu'il y a encore des cartouches. Je pense qu'on peut même aller chercher, si on doit, des taux négatifs. Maintenant, ces taux négatifs, je pense pas qu'ils sont illimités. Je pense qu'il y a un moment donné où les opérateurs, entre -2 et -3%, je pense que physiquement parlant, je pense vraiment en termes physiques, je pense que c'est la limite des taux négatifs à partir de ce moment-là où je pense que ça fonctionne plus, on peut pas aller vraiment en dessous. Mais donc du coup, voilà, moi mon but clairement c'est j'ai cette vision-là. Donc c'est vrai que j'ai une vision pour les années à venir qui est plus axée taux long et donc je regarde également les banques aussi qui se font pas mal massacrer actuellement. Mais dans un monde, admettons, dans un monde futur où tu as potentiellement une inflation qui repart, des taux longs qui repartent, mais des taux bas, des taux courts qui restent bas, tu as les bancaires, par exemple, qui vont redevenir attrayantes puisque bah, c'est leur business hein, d'emprunter à la banque centrale avec des taux courts bas et puis de te les refourguer avec des taux plus chers. Mais également, ce que je regarde, le secteur de l'énergie, que je trouve très intéressant, l'énergie pas forcément verte d'ailleurs. Et après, pour moi, le gros secteur, et c'est le gros secteur que je regarde depuis 2 ans, c'est tout ce qui va être matières premières. Donc que ce soit des matières premières cuivre, argent également, cobalt et compagnie, mais c'est surtout le cuivre. J'ai vraiment pas une vision, on va dire, sinon faut s'enfermer, mais j'ai vraiment une conviction sur le cuivre. Et c'est finalement mon regret de cette année, c'est que je suis passé à côté. Je suis passé à côté de sociétés comme Southern Copper que je suivais, ça faisait très longtemps que je suivais, et j'attendais des points de rentrée. Et avec le Covid, en fait, je suis rentré en mode trading plus court terme, plus actif, et j'ai loupé des points d'entrée qui me semblent étaient des très bons points d'entrée à plus long terme. Là, en mode, je fais pas de buy and hold, mais c'est des actions que j'aurais bien conservées plusieurs années en fond de portefeuille. Donc c'est vrai que je regarde beaucoup les minières, je regarde beaucoup donc ces minières de cuivre. Tu as parlé de tension sociale. Un point que je trouve intéressant, c'est de regarder également l'évolution des matières premières agricoles. Alors, par éthique ou j'éviterai à titre personnel d'y investir, mais regardez l'évolution du blé, regardez l'évolution du maïs, du riz également. Je pense que c'est des éléments qui peuvent être importants si on veut justement se projeter pour les années à venir et voir si cette crise potentiellement donc économique et qui se transformerait en crise sociale peut impacter également à partir de ce moment-là. Tu le sais, hein, c'est quand on a faim que les tensions sociales sont finalement les plus insoutenables. Donc c'est ce que je regarde. Après, j'ai pas
j'ai pas de scénario à te dire 2021. Je vais suivre ce que le marché va faire. Je pense honnêtement que c'est les scénarios que je plébiscite, c'est les scénarios sur lesquels je prépare et je mets liste d'actions et je suis les choses et je veux aller investir là-dessus. Mais après, au-delà de ça, voilà, je suis très axé pharma, je suis toujours très axé technologie, Comme moi. mais mais voilà, clairement, je suis axé sur cela parce que actuellement, c'est là où je vois encore du potentiel, c'est là où je vois de la résilience. Et ce qui va beaucoup m'intéresser, comme tu l'as dit, et dans l'immobilier aussi, hein, c'est les taux longs. C'est comment vont évoluer les taux longs. Est-ce qu'on peut avoir justement une perte de confiance ou une certaine crainte et qui, pour moi, sera vue dans cette évolution des taux longs. C'est ça plus que je vais regarder, plus qu'autre chose à titre personnel. D'accord. Donc en gros, c'est effectivement, je pense que là, encore une fois, on est d'accord là-dessus parce que quasiment dans chacune de mes vidéos, au début de chacune de mes vidéos, je dis qu'il faut toujours, dans la situation actuelle, il faut toujours suivre les taux longs. Parce qu'en fait, les taux longs, je l'appelle le marché Ouais, de dette, en fait, mais les taux d'intérêt, en fait, vraiment, c'est le temps qu'il reste bas, le temps qu'il n'y a pas de tension sur les taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y a la confiance sur les banques centrales, ça veut dire qu'il y a la confiance dans les pays. Pas tellement dans les pays, mais surtout dans la banque centrale qui va racheter tout. Et c'est effectivement. exactement. Et d'ailleurs, dans cette vidéo que je viens de parler, c'est que justement, je parlais que la remontée des taux, ça peut être un événement déclencheur de la prochaine crise. Et certains me disaient que dans les commentaires aussi que bon, là, je ne m'attends pas à la fin du monde. En fait, moi, en général, je ne m'entends pas non plus. Mais en fait, je ne suis pas tout à fait comme toi. Peut-être que suivre le marché toujours, même si peut-être j'ai dû le faire dans beaucoup de cas. Mais en tout cas, parfois j'aime bien en faire un petit peu le pari en fait, entre moi et le marché. Donc parfois je trouve que le marché se trompe. Ouais. C'est peut-être là où il y a une faiblesse de ma stratégie, ou je ne sais pas le point fort, ça on verra bien. Mais Pas forcément, voilà, ça dépend de ton horizon de placement. voilà. C'est ça C'est surtout. ça, parce qu'en fait, mais du coup, en fait, c'est toujours cette idée-là que en fait, le problème que la situation actuelle, selon mon avis, bon, même si c'est toi qui parles principalement dans cette vidéo, mais je veux quand même dire, c'est que, Non, mais en fait, c'est c'est que pour partager. Hein, pour arriver à la fin du monde aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose. Il faut tout simplement que les taux commencent à remonter doucement. Une fois qu'elles dépendent, je pense qu'on a eu un avant-goût. On a eu un avant-goût fin 2018 pour fin moi. 2018, quand Ouais. Jerome Powell a testé ce modèle, ça n'a pas marché. En quelques semaines, il a fait la marche arrière et il a dit que non, 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 je veux plus faire ça. Et donc, du coup, Ouais, mais moi je m'en souviens. Hein, ouais, ouais, tout d'un coup, tu as tous les carnets d'ordre qui se vident. T'as plus de ouais, contrepartie, t'as c'est plus ça, rien. exactement. Euh, C'était affreux cette histoire en fait. Moi, justement, ma chaîne, elle existait déjà, mais j'avais pas beaucoup d'abonnés, donc personne ne me regardait à l'époque. Mais dans dans beaucoup de vidéos, je disais que genre j'ai jamais vu un président américain enfin, un président de la Fed américaine dans une situation aussi ridicule qu'on l'a dit littéralement il y a 2 semaines. Elle a dit que genre là je veux monter 3 fois ou 2 fois les taux à l'époque en 2019 et là tout à coup je change d'avis que non je vais le baisser en fait. Donc ça, c'était vraiment, en fait, c'est vraiment tout à fait juste parce que c'est un exemple parfait que une fois qu'on commence tout simplement à parler de remontée des taux, c'est un chaos total. Et c'est pour ça que ouais, sans investir à long terme aujourd'hui, il faut peut-être suivre le marché, comme tu dis. Là, je suis d'accord parce que c'est le temps, c'est l'époque des traders et pas l'époque des investisseurs. C'est mon avis. c'est c'est ça que je trouve très difficile hein, actuellement. Voilà, on travaille les hypothèses, on sait très bien que qu'est-ce qui peut faire peur au marché, Mm. mais derrière, tu sais pas quel est le temps de digestion. Tu sais, c'est Ouais. le marché en fait, il est en train de manger quelque part, et le temps de digestion, tu sais pas si c'est le mois prochain, si c'est dans 6 mois, si c'est dans un an, dans Mhm. 3 ans. Et pendant tout ce temps-là, eh ben tant que les taux restent bas, tant qu'il n'y a pas justement cette crainte sur les taux longs, le marché peut continuer de monter puisque tu continues à avoir des taux qui sont bas, qui sont dans une tendance baissière depuis des années, depuis des décennies même, et donc tu continues d'actualiser les profits futurs et c'est comme ça finalement que tu as cette décorrélation, mais qui finalement est purement financière et calculée grâce au taux bas. Donc je trouve que ça sera très intéressant et justement, ben on peut recouler, reboucler sur, sur le fait que si tu rentres dans cette augmentation des taux longs, comment tu te protèges, tu vois? Mm. Et là, je pense que Il n'y a pas d'actif tu refuge. peux exactement. Et là, et c'est ça qui est dangereux quelque part, c'est que
tu as beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui pensent qu'il y a toujours un actif refuge. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Ben, L'or souvent. quand ça marche Beaucoup pas, parlent ben, de l'or. tu vas chercher de l'or. Tu sais, ben non. Là, On ça verra. fonctionne pas. Ah oui. Et derrière, tout le monde, tu le disais en début de vidéo, et c'est quelque chose que j'apprécie aussi, Ray Dalio, en ce moment, qui est très médiatisé, hein, Mm. euh, avec sa stratégie du all-weather, même si c'est pas la seule stratégie que son fonds a, bien entendu. Mais tu regardes cette stratégie-là, également, avec une augmentation des taux, ça aura un petit peu de mal aussi Mm. à performer. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je voulais poser la question, ton avis sur l'or, mais je pense d'avoir déjà compris. Je le repose quand même pour être plus clair, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. En fait, d'ailleurs, mon point de désaccord avec l'audience de Mind Cash, principalement, c'est mon avis sur l'or, parce que je veux te dire, en fait, je veux te poser cette question, après je veux te dire mon avis. On va voir si on a le même avis. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'or? Bon, si j'ai bien compris, tu ne le considères pas vraiment comme un actif refuge, moi non plus. Et quelle est quelle est ta position par rapport à cet actif? Non, pour moi, l'or, j'avais pris cette position-là, je me souviens, en 2011-2012. Donc forcément, les gens étaient très critiques. Pour moi, l'or ne rapporte rien. C'est uniquement, si tu veux, quelque chose qui va faire face à la dévaluation monétaire. Ça rapporte rien. L'or, j'ai pas de bilan, j'ai rien à me mettre sous la dent. Pour moi, je veux dire, c'est à la limite, c'est juste une diversification. Donc, je préfère, quand l'or monte, moi, je préfère aller chercher de l'effet de levier et acheter des minières. Ça, voilà, c'est quelque chose que je connais. Je peux aller regarder les bilans, je peux aller regarder un petit peu les effets de levier qui peuvent avoir lieu suivant l'augmentation du minerai, quels sont les chiffres derrière qui peuvent sortir. Donc ça, je connais et ça, je vais aller chercher de la performance là-dessus. Donc plutôt sur les minières. Mais l'or en tant que tel, à moins de prendre une diversification, pour moi, c'est absolument pas un actif refuge. Et qui plus est, et d'autant plus, si ce dont on parle se met en place, c'est encore moins un actif refuge. Et je pense que la meilleure façon de savoir que c'est pas un actif refuge, c'est de parler à des mecs et à nos parents surtout qui en avaient dans les années 70, avec de l'inflation, des taux longs qui n'arrêtaient pas d'augmenter à l'époque, et donc un or qui n'était absolument pas un actif refuge à Mm. cette époque-là. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, pour l'or, en fait, il faut toujours distinguer deux époques, l'époque avant et après Tout à fait, ouais. les talons d'or. Parce qu'il y Mhm. en a beaucoup qui considèrent que l'or, ça marchait depuis des siècles, des je sais pas combien. Mais c'est faux. En fait, depuis Charles de Gaulle, quand on leur envoyé les bateaux avec l'or aux États-Unis pour recevoir les dollars, euh, c'est plus le cas en fait. C'est depuis vraiment. Mais ce qui m'étonne en fait avec l'or, c'est que ça dure presque plus de 40 ans, cette histoire même plus, non 40 ans, même 50 ans bientôt, que Ouais, l'or elle a une bientôt. Ouais. valeur psychologique, purement psychologique. En fait, parce que Ouais, le fait que ça soit, c'est notre psychologie qui le rend l'actif refuge, et pas vraiment ses qualités fondamentales. tout à fait. Et ça, ça peut changer, en fait. C'est ça qui me fait peur, parce que maintenant, quand je vois les crises, quand je vois les gros... Mais pas les cracks, en fait. Les cracks, typiquement, par exemple, si je ne me trompe pas, fin 2018, déjà à l'époque que tu as cité, quand les taux ont commencé à remonter, l'or, elle a fait quoi? Je crois qu'il a baissé, en fait, l'or. Et la baissée, pareil. Donc, En fait, pourtant... les premiers mouvements, c'est toujours de la baisse parce que c'est du retour au cash. Ouais. C'est, Et en fait, l'or, en plus, il faut bien comprendre que le marché de l'or physique et l'or papier, il est incomparable en faveur de l'or papier. ouais. Et quand les fonds spéculatifs qui détenaient l'or et qui, quelque part, déterminaient le prix de l'or sur le marché, commencent à recevoir les appels de marge, donc quand ils ont commencé à perdre de l'argent sur d'autres positions, ils voient leur position gagnante fermer automatiquement, et l'or, elle est vendu immédiatement. Donc, du coup, ça fait Ouais, chuter le cours de l'or. En fait, il faut bien comprendre que exactement. les prix de l'or sont fixés par plusieurs institutions financières qui se trouvent à Londres. Donc, c'est extrêmement manipulé. Il y a souvent des scandales de manipulation de cours de l'or. Et quelle est sa valeur réelle, en fait? Même si ça peut être considéré, je peux prendre l'idée que ça peut être considéré comme un actif refuge dans un cas d'une faillite totale du système monétaire, mais ce n'est Mhm. pas forcément mon scénario aujourd'hui, hein. Donc, Ouais, mais pendant combien de temps? Ça durera deux voilà. semaines, le temps Voilà. qu'on te sorte une nouvelle monnaie. Voilà, c'est ça. Donc, et du coup, effectivement, parce que déjà, qu'est-ce que tu fais avec cet or? Bon, imaginons que ça va avoir de la valeur, mais quelle valeur ça aura? Est-ce que ça va te rassurer que on va te donner 10 dollars pour l'or? Ça va Ouais. coûter quelque chose, Et je c'est sûr, dirais même, mais ça va pas coûter le 2000. pire, c'est que dans le scénario apocalyptique, tu te fais, si t'as de l'or, tu te fais flinguer pour. Ouais, ouais, Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je donc suis non, un... pour moi, l'or, ça sert à rien.
enfin, je dirais. À la limite, si tu as envie d'en avoir pour une petite diversification, comme voilà, Pour Warren pour Buffett, bien quoi. dormir, X. Mais voilà, mais comme tu dis, en fait, il y a une espèce de fanatisme autour de l'or. Mm. Mais je pense que voilà, c'est la relique barbare. Et ça, c'est là où on en revient à l'importance de la compréhension de la psychologie des Mm. foules. Parce que on a beau certainement avoir raison dans l'argument que l'or ne rapporte rien, tu es incapable de dire pourquoi l'or aujourd'hui vaudrait 4 000 $ et peut-être 10 000 ou peut-être que 200. Je Ouais, veux dire, j'ai c'est ça. aucun bilan, j'ai rien. C'est toujours une once d'or, c'est une once d'or. Donc Mm. pourquoi ça vaudrait plus maintenant et que demain, etc. Donc j'ai rien pour le dire. Mais en fait, tout ça, c'est de la psychologie des foules derrière. Mm. Et comme tu l'as souligné, et je pense qu'on a eu des bons exemples fin 2018, on a eu des bons exemples avec le Covid également. C'est-à-dire quand dans les premiers moments où tu as le marché qui panique, pour n'importe quelle raison, peu importe, mais l'or baisse aussi. Ouais. Ce qui prouve bien que c'est surtout acheté comme une couverture. C'est Mm. surtout acheté pour pouvoir justement, comme tu le dis, à un moment donné, dès qu'on veut revenir au cash, eh ben, on va solder les Mm. positions gagnantes également sur l'or pour couvrir les appels de marge qu'on a par Ouais. ailleurs. Et ça, on l'a bien vu pendant les moments de tension. Même si après, l'or est remonté derrière et a vraiment acté derrière une relance haussière. D'accord, ça marche. Ouais, moi je pense qu'on a plutôt le même avis en fait. Et d'ailleurs, juste pour rajouter, pour me rapprocher un petit peu de ta stratégie, je trouve que l'or, au contraire, c'est un excellent instrument pour le trading justement technique. Ouais, Parce qu'il n'y a que la psychologie des foules en fait justement qui drive le prix de c'est l'or. vrai. Donc c'est là où tu peux te faire vraiment du fric Ouais. sur le Et si trading tu technique. veux, Et c'est ouais, pas vraiment pour je les trouve. investissements à long terme. Voilà, donc là, je vais revenir aussi en peut-être troisième catégorie, partie de cette interview, parce qu'on a bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Quels sont les trois Ouais, ça passe conseils vite, ouais, entre passionnés. ouais. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à un investisseur débutant? Bon, peut-être pas forcément trois, mais je dis trois un petit peu au pif parce que c'est un peu classique. Mais quels sont les conseils principaux que tu donnerais à un investisseur qui se lance en bourse aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, je fais l'accent sur le mot aujourd'hui parce qu'on ne vit pas dans le monde normal. Exactement. Alors, premier conseil, ça serait celui que j'ai déjà donné plus tôt, c'est d'investir ce qu'on est capable de perdre, ou en tout cas ce qu'il ne nous fera pas perdre le sommeil, parce que au-delà de perdre de l'argent, c'est surtout notre capacité à tenir les positions et à être discipliné. Si on commence à investir de l'argent qui est important pour nous, dès les premières pertes, on n'arrive pas à tenir la stratégie, et c'est ça qui est beaucoup plus dommageable que de se tromper finalement en bourse. Deuxième conseil pour moi, ça serait de toujours rester curieux, toujours chercher à apprendre. Personne ne connaît l'avenir. On peut faire toutes les hypothèses du monde, mais je pars du principe qu'il y a l'aspect timing qui, pour moi, est vraiment le plus important dans une approche, en tout cas dans mon approche stratégique plus dynamique. Donc, je vais chercher toujours également à attendre que le marché pense de la même manière. Ce qui n'empêche pas de se préparer, bien entendu, Mhm. en regardant tes vidéos, en regardant les miennes, en regardant d'autres vidéos, d'autres chaînes qui permettent potentiellement d'avoir une vision. On prépare les choses parce que de cette manière-là, on est réactif quand les choses se produisent et on n'est pas comme la plupart des journaux financiers à expliquer le lendemain ce qui s'est passé la veille. Et du coup, le troisième conseil que j'aurais, c'est finalement quelque part de également suivre la tendance, suivre les marchés. Ça, c'est mon dada. On peut faire des paris, on peut faire des anticipations, mais quelque part, ce qui est pour moi vraiment important et crucial, c'est de se mettre dans des dispositions et dans des positions confortables en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que très rapidement, nos positions sont gagnantes, ce qui permet de mettre en place une stratégie de gestion du risque, ce qui permet de mettre une stratégie également de suivi de la position et de gestion de la position. Et ça, c'est quelque chose, après, c'est une question de personnalité, c'est une question de profil de chacun, bien entendu. Mais ça, c'est également, je pense, quelque chose, ce vers quoi il faut s'acter, c'est de tenter justement de rentrer dans des bonnes tendances et pas de rechercher le timing parfait parce que ça n'existe pas, bien entendu, mais de rentrer plusieurs fois dans les positions. C'est quelque chose qui aide également. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de rentrer et de sortir plusieurs fois, en plusieurs fois des positions, plutôt que de prendre tout de suite une grosse position, finalement m'être planté sur le timing,
me faire éjecter par le marché parce que je peux plus tenir la perte, et après voir que quelques semaines ou quelques mois plus tard, évidemment, j'ai raison. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant, et la bourse est un monde très frustrant pour cela. C'est qu'on a beau penser tout ce qu'on pense et avoir raison, finalement, le marché peut potentiellement digérer et mettre plusieurs mois à nous donner raison. Et donc, ce qui est important pour faciliter nos prises de position, voilà, c'est de ne pas rentrer dans des positions complètes, de ne pas avoir des trop grosses positions également en mode je mise tout sur le prochain Apple, et puis si ça marche pas, on a loupé tout un tas d'autres opportunités. Et donc c'est vraiment voilà de se faire confiance dans ses analyses, mais mettre ce garde-fou là par la gestion des positions, tailler les positions au fur et à mesure que le marché nous donne raison. D'accord. Donc, en gros, si je résume, en fait, c'est deux grands conseils que je te donne, c'est que gérer bien la taille de ta position et vraiment ne pas trop faire la bataille contre le marché. En fait, ne pas se mettre trop contre la tendance. Ou en tout cas, que dans les cas précis Exactement. que tu maîtrises à fond. OK? Exactement. Ça Que marche. quand tu commences à avoir, je dirais, une profondeur de portefeuille, c'est-à-dire un portefeuille assez gros, là, à Oui, la limite, avec une certaine taille de ton portefeuille, tu peux te mettre contre la oui. tendance parce que je pense que c'est plus potentiellement ce que tu fais parce que tu as une vision également sur le marché. Oui, d'ailleurs, si vous vous mettez contre la tendance, ça c'est mon conseil personnel, parce que là c'est plus dans mon expertise. Moi, je le ferai avec les options, surtout. Ouais, Parce que là, ouais, tu peux te, tu limites tu te, tu ta limites, passe, tu limites la perte potentielle. parce qu'en fait, tu n'as Ouais, ouais, pas de risque de overnight, en fait, surtout. exactement. Voilà, donc, et à la fin de cette vidéo, je vais te poser des questions courtes, parce qu'on est déjà à presque une heure, donc, bon, déjà une heure, là, voilà. Je vais te poser des questions courtes, naïves, un peu, on va dire, un peu débiles parfois, peut-être. Mais tu dis oui, non, et après, si tu veux répondre un petit peu plus, donner une réponse un peu plus élargie, donc vas-y. Donc déjà, une question que tu as déjà presque répondu, c'est Bitcoin ou l'or? Bitcoin, mais en diversification, hein, pas en mode je mise l'avenir. Hein. D'accord. D'ailleurs, je vais dire aussi que est-ce que je suis d'accord ou pas? Je ne veux pas trop développer, mais parce que c'est pas un Ouais, interview vas-y, avec vas-y. moi je suis d'accord. Euh, Total ou Tesla? Ah, je suis plus Tesla dans sa capacité de changer son business model et d'évoluer. Je suis d'accord aussi. Ok. L'immobilier ou la bourse? Les deux, diversification au fur et à mesure de sa vie. Mais quand on sait ce qu'on fait, je suis plus bourse. Pourquoi? Parce que j'ai de la liquidité du marché. D'accord, C'est ça qui m'intéresse, j'ai la contrepartie. ça marche. Warren Buffett ou George Soros? Je partirai sur Soros. Parce que D'accord. pour moi, c'est quand même beaucoup plus applicable. Et c'est ce qu'on a fait quelque part dans cette interview, c'est-à-dire réfléchir à une vision, à des hypothèses de travail, mais derrière, tirer également quand il faut. D'accord. C'est le premier point où je ne suis pas d'accord. Je suis plus Warren Buffett. Ah ouais, Euh, mais après, ça dépend si tu parles de l'homme, de l'approche, de... ouais. Non, 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 je parle de stratégie purement, évidemment. De l'homme, de l'approche, évidemment, non. Parce que c'est pas, je ne parle pas de la personnalité de Soros ou Warren Buffett, même si là où je suis, je serais aussi Warren Buffett. Mais ce n'était pas ça Oui, le oui. sujet de la question. Non, Euh, mais je serais quand même Soros, parce que je trouve qu'il y a une partie chez Soros qui m'intéresse beaucoup plus justement dans le... Ce qui m'intéresse chez Soros, c'est sa capacité finalement à étudier, à avoir une vision et derrière à rentrer dans le marché et à dimensionner sa position derrière au fur et à mesure où le marché lui donne raison. Même si il a eu tort à plusieurs reprises, bien entendu, hein, il est rentré, il faut savoir, il est rentré dans les valeurs technologiques au début des années 2000. Hein. Donc il se plante également. Mais ce qui m'intéresse chez Soros, c'est sa capacité à avoir derrière une grosse position à un moment donné, mais quand la plupart de ces gros paris, quand le marché lui donne déjà raison. d'accord. Ok. Et aussi la question un petit peu moins en marché. Les États-Unis ou la Suède? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux demander. Euh, ouais, je partirai sur la Suède. Si je pense à ce que tu penses, je partirai sur la Suède. D'accord, ok. Bah, c'était un peu ça, en fait, l'idée de la vidéo que j'ai enregistrée qui a fait beaucoup de commentaires, je pense.
D'accord, bon, je pense qu'on va on va s'arrêter là parce que bon, là, ça fait 1 heure. Je pense que aller au-delà d'1 heure, ça va faire un peu trop long. Bon, Bon, merci en merci tout cas, beaucoup, Julien, pour cette interview. c'était C'était très super intéressant. intéressant. Donc, on restera en contact. Bon, j'espère tout le meilleur pour tes abonnés, pour les abonnés Mind de Cash. On se reverra très prochainement. Je vous souhaite le meilleur. Allez, bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Meilleur à toi aussi, Pavel, et à Ciao. tes abonnés, à Ciao. ta chaîne qui mérite son succès. Merci Salut. beaucoup. Salut. Ciao.